Merci pour l'invitation. Je suis évidemment très heureux ici d'être dans ce très bel endroit pour vous parler de persistance en physique statistique, en particulier hors d'équilibre. La persistance, je dirais, c'est disons un sujet en fait qui a beaucoup animé les physiciens, statisticiens, disons dans la période, je dirais, des années 95 à 2005, où il y a eu énormément d'activités autour de ces questions. Et plus récemment, en fait, c'est un problème en fait auquel s'intéressent maintenant les mathématiciens, les probabilistes. Et donc, je voudrais, disons, aujourd'hui essayer de vous donner un petit aperçu en fait de ce qui s'est fait, de ce qui a été fait pendant ces années et auquel un certain nombre d'entre vous ici présents ont contribué. Et puis j'essaierai de donner, disons, des développements, de parler de développements un peu plus récents dont parlait Bernard. Donc une bonne partie en fait de ce que je vais raconter ici en fait est liée à une collaboration, disons, au long cours avec Satya Majumdar, donc, qui est aussi à Orsay, et puis j'aurai l'occasion d'évoquer des résultats un peu plus récents que nous avons obtenus avec Misha Poplavsky, qui est à King's College. Alors voilà un petit peu comment je vais organiser, disons, mon exposé. Je vais commencer par une introduction très basique en fait à ce qu'est la persistance, la probabilité de persistance dans des exemples assez simples. Et puis ensuite, j'en viendrai à des exemples un peu plus connectés à la physique. Et on va voir là, en fait, on va retrouver un bon nombre de modèles en fait, dont on a entendu parler dans le cours. Et je vais en particulier parler en fait, de modèles de dynamique de croissance, que j'appellerai souvent en fait, dynamique de Coursoning. Et puis j'en viendrai ensuite à une classe de modèles un peu plus spécifique qui concerne la persistance pour l'équation de diffusion en dimension spatiale D. On a déjà entrevu en fait, tous les modèles dont je vais parler, en fait, on les a déjà rencontrés. Et puis j'en viendrai en fait à ces contributions un peu plus récentes qui sont des connexions assez remarquables, assez jolies entre ces problèmes de physique et puis des problèmes plus mathématiques en fait, qui ont attrait aux polynômes et aux matrices aléatoires. Et puis je terminerai en montrant le genre de résultats qu'on peut obtenir en fait, à l'aide de ces connexions. Et j'en profiterai aussi pour effectivement mentionner des résultats aussi très récents d'Ivan, qui est ici. Alors, voilà, je vais commencer en fait par finalement un exemple extrêmement simple pour essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc c'est la persistance dans un jeu très simple, dans un jeu de hasard, qui est juste le jeu le pile ou face. D'accord ? Donc vous tirez en fait pile avec une certaine probabilité 1,5 et face avec une probabilité 1,5. Et puis en fait, on va relancer en fait la pièce si le résultat est pile, et sinon on s'arrête. D'accord ? Donc c'est ça le jeu. En fait, tant que j'ai des piles, en fait, je continue à jouer. Et puis dès que je tire un face, je m'arrête. Donc en gros, c'est ça en fait la quantité à laquelle on va s'intéresser, c'est cette probabilité que je vais noter Q de n, et qui sera notée Q en général dans la suite de l'exposé, qui est la probabilité pour que la partie ne soit pas terminée après n lancés. D'accord ? Donc en gros, c'est la probabilité pour que pile persiste. D'accord ? Donc c'est ça en fait qu'on dénote persistance ici, c'est quelle est la probabilité pour que si vous voulez, ce motif, ici en l'occurrence tiré pile, se reproduise dans le temps jusqu'à un certain pas de temps petit n. Ici, on a un temps qui est plutôt discret. On verra dans la suite qu'on peut avoir affaire à des temps continus. Mais essentiellement ici, évidemment, le calcul est extrêmement simple. La probabilité pour que la partie ne soit pas terminée après n lancés, eh bien, c'est simplement en fait 1,5 à la puissance n. D'accord ? Donc en particulier, on voit en fait qu'on a une décroissance qui est en fait ici une décroissance exponentielle. C'est une probabilité de persistance qui décroît extrêmement rapidement. Alors ça, c'est évidemment un exemple très simple qui est peu connecté à la physique. Un autre exemple de modèle aléatoire qui, lui, l'est davantage, c'est celui des marches aléatoires. D'accord ? Donc je regarde en fait une marche aléatoire en dimension 1, je pars de x0, et puis à chaque pas de temps, eh bien, j'augmente de 1 ma position, enfin, disons, je monte d'un pas avec une certaine probabilité 1,5, et puis je descends avec une certaine probabilité 1,5. D'accord ? Donc on a une évolution qui est très simple, une évolution qui est markovienne, dans le sens où
lorsque je suis ici, en fait, ce qui va se passer aux instants ultérieurs est totalement indépendant de ce qui s'est passé précédemment. Et voilà typiquement une réalisation de cette marche après n pas de temps. D'accord ? Donc la question en fait qu'on va se poser ici, ce qu'est en fait la persistance ici, eh bien une façon de le définir, eh bien c'est de considérer en fait cette quantité Q, qui est la probabilité pour que le marcheur partant de x0 reste positif jusqu'à un certain temps n. D'accord ? Donc on voit que ce Q en fait ici maintenant dépend de deux quantités, de paramètres, x0 la position initiale et petit n le pas de temps en question. Alors en fait, c'est un problème qui est assez ancien. En fait, évidemment, c'est un problème qui a été essentiellement, qui a été beaucoup étudié dans la littérature mathématique dans les années 50. Il y a un certain nombre de noms assez célèbres qui y sont attachés. J'en ai mentionné ici quelques-uns. Slepian, Spar-Andersen, Feller. Et c'est ce qu'on appelle finalement, en fait, une des questions de base d'un domaine qu'on appelle la fluctuation theory, qui concerne l'étude des marches aléatoires dans le contexte des probabilités. Et ce qu'on sait, en fait, bien, c'est qu'ici, contrairement au jeu de pile ou face, où on avait une décroissance très rapide qui était exponentielle, ben, en fait, dans ce cas-là, on a une décroissance qui est beaucoup plus lente, et c'est une décroissance qui est algébrique, en fait, ou polynomiale. C'est-à-dire que si je regarde la façon dont cette probabilité décroît avec n lorsque n est grand, eh bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette probabilité, d'abord, elle tend vers 0, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on a une marche qui est récurrente. Hein. Je sais qu'en fait, si j'attends suffisamment longtemps, eh bien, en fait, la marche va finir par retrouver ou repasser par sa position initiale. Et cette probabilité pour que je reste positif, disons, eh bien, en fait, elle décroît en fait, comme 1 sur racine de n. Donc, on a une décroissance algébrique. Donc, c'est quelque chose qui est de la forme 1 sur n puissance θ, où ici θ, en fait, vaut juste 1,5. Et ce θ, en fait, c'est ce qu'on appelle l'exposant de persistance. C'est lui, en fait, qui va m'intéresser dans la suite. Alors, ce 1,5 qui est ici, en fait, il peut paraître un peu trivial. En fait, on pourrait dire, oui, en fait, on a de la diffusion. En fait, on sait qu'en fait, quand on a de la diffusion, cette puissance 1,5, ces puissances 1,5, en fait, elles apparaissent assez naturellement. En fait, cet argument, en fait, il est incorrect. En effet, en fait, ce résultat, il est valide pour des marches aléatoires, type marche aléatoire plus ou moins 1, mais il reste valide, en fait, pour des marches qui ont dont les parts, en fait, dont les sauts sont distribués avec des lois larges. C'est-à-dire que si vous avez des marches de Lévy, par exemple, qui ont des comportements super diffusifs, eh bien, en fait, on retrouve en fait, ce comportement en 1 sur n puissance n. Donc, cet exposant θ, déjà pour la marche aléatoire, en fait, il est non trivial. D'accord. Alors, ici, j'ai parlé de marche aléatoire. On peut, donc en temps discret, on peut aussi s'intéresser à ce problème en temps continu et regarder en fait le mouvement brownien. D'accord, donc je regarde en fait dx dt qui est simplement égal en fait à un bruit blanc gaussien. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que zeta de t en fait a une moyenne nulle et qu'en fait ces corrélations elles sont en fait caractérisées par une fonction delta. Donc j'ai des corrélations à très courte portée et le d qui est ici c'est ce qu'on appelle le coefficient de diffusion. Alors on peut se poser la même question, c'est-à-dire je regarde en fait une trajectoire brownienne. Je pars de x0 et puis à nouveau, on peut se demander quelle est la probabilité en fait, pour qu'on survive, c'est-à-dire pour qu'on reste positif jusqu'à un certain temps t. Et cette probabilité, en fait, elle est relativement simple en fait, à calculer. Elle est plus simple à calculer pour le mouvement brownien que pour une marche aléatoire. Ça peut se faire des tas de manières, en fait, par exemple en utilisant la méthode des images, en supposant qu'ici, en fait, on imagine que 0 est une barrière absorbante. Et donc, on va résoudre l'équation de Fokker-Planck avec cette condition absorbante, et ça peut se faire assez facilement avec la méthode des images. Et le résultat, eh bien, c'est qu'à grand temps, on retrouve en fait ce comportement 1 sur racine de t. Okay. Donc ça, en fait, c'est des modèles en fait, qu'on comprend particulièrement bien, et de nouveau, on a une valeur très simple pour l'exposant de persistance. Alors, avec ces résultats en tête, disons, est motivé par le genre d'expérience dont on a entendu parler dans le cours, dans le contexte de la dynamique de marche vers l'ordre. Eh bien, en fait, ces questions de persistance, elles ont été posées dans ce contexte précis, où on regarde une dynamique de relaxation après une trempe dans une phase ordonnée. Donc, je vais reprendre, j'ai en tête le genre de situation dont on a entendu parler précédemment. Donc, je regarde en fait ce qui se passe pour un système, disons, type Ising. Ici, c'est exactement Ising.
en 2 dimensions, et on va voir, en fait, on a typiquement les figures, en fait, que vous avez en fait sur les feuilles, que Bernard nous a distribuées. Donc ce qui se passe, à nouveau, c'est que on voit en fait que cette dynamique, donc on a en fait ici une dynamique sans loi de conservation, ça se voit en fait à plusieurs égards, mais on voit aussi que la forme des domaines est un peu différente. La dynamique en fait finalement est relativement simple et elle est caractérisée par une seule échelle de longueur, L de t, et lorsque on n'a pas de désordre et qu'on a en fait un système qui est disons non conservatif, pour lesquels on n'a pas de loi de conservation, disons, la loi de croissance elle est très simple, hein, elle est en racine de t, et on a en fait une sorte d'invariance d'échelle, comme nous l'a expliqué Bernard tout à l'heure, lorsque je regarde mon système comme une fonction du temps. Alors, l'idée, en fait, c'est que même si effectivement on voit que cette dynamique elle est relativement simple, parce qu'une fois que je la décris comme ça, clairement quand on regarde ces différentes images, on voit qu'en fait il y a une complexité, en fait, il y a une dynamique qui est quand même non triviale. Et une question qu'on peut se poser pour caractériser en fait l'histoire du système. En effet, on a clairement un système ici qui. Donc, si je regarde un spin dans mon système, il est assez clair que sa dynamique n'est pas markovienne. Donc on aimerait avoir une observable qui permette de caractériser l'histoire du système, de caractériser l'histoire, la dynamique d'un spin, par exemple, depuis l'instant 0 jusqu'à l'instant t. Alors une observable, en fait, intéressante pour ça, c'est justement cette probabilité de persistance. Donc je vais regarder en fait cette quantité Q de t, qui est la probabilité pour qu'un spin au site x n'ait pas changé de signe entre l'instant 0 et l'instant t. D'accord ? Donc à nouveau, c'est l'analogue temporel de ce qui était discuté tout à l'heure dans le cours. Et je vais imaginer en fait que je vais imaginer par exemple une situation où j'ai des conditions au bord qui sont périodiques, de telle sorte que cette probabilité en fait ne dépende pas en fait du spin x, d'accord ? C'est-à-dire que j'ai une invariance par translation. Et si je n'ai pas d'invariance par translation, si j'ai des conditions au bord ouvertes, par exemple, je vais supposer que je regarde en fait cette probabilité de persistance au centre du système et suffisamment loin en fait, des interfaces, du bord, disons. Alors une autre façon en fait, de penser à cette probabilité de persistance pour un site X, du coup, c'est de voir Q de t comme la fraction de spin dont le signe n'a pas changé de signe, pardon, la fraction de spin dont le spin, pardon, la fraction de particules dont le spin n'a pas changé de signe entre l'instant 0 et l'instant t. D'accord ? Donc c'est-à-dire c'est en gros quelle est la proportion des spins qui depuis le départ sont en fait soit tous vers le haut, soit tous vers le bas. D'accord ? Donc c'est assez clair en fait. On voit sur cette image que cette probabilité, on s'attend à ce qu'elle décroisse vers 0. Et la question c'est comment en fait elle va décroître vers 0. Alors les exemples, en fait, au moment où les gens se sont posés ces questions, il y avait assez peu en fait, de résultats connus, à part pour la marche aléatoire ou le mouvement brownien dont j'ai parlé précédemment. Et du coup, en fait, ce papier, en fait, donc Derrida, Bernard Derrida, Alan Bray et Claude Godrèche, a, disons, lancé d'une certaine manière l'intérêt de la communauté pour ces problèmes de persistance dans ce papier, où en fait ils se sont intéressés donc à la dynamique du modèle d'Ising et plus généralement du modèle de Potts en une dimension, et ils ont en fait calculé en fait numériquement cette probabilité de persistance. Et ce qu'ils ont observé, c'est que en fait cet exposant en une dimension, en fait, il prend une valeur en fait, qui semble non triviale, qui est ce 0,37 ici. On peut le mesurer, et leur papier en fait, mentionne également des mesures en plus grande dimension. Et puis, plus récemment, en fait, on a aujourd'hui en fait, des mesures très précises en fait, de cet exposant de persistance par Marco Pico, qui est ici. On connaît maintenant θ égale à 0,199. Et plus précis si vous voulez encore, vous pouvez en savoir un peu plus dans ce papier-là. Mais disons que la chose qui était un peu remarquable, enfin qui était tout à fait remarquable à l'époque, en 1994, disons, c'est qu'en fait, dans cet exemple qui a l'air quand même très simple, on trouve un exposant qui est non trivial, hein, qui n'a rien à voir avec le 1,5 que je présentais tout à l'heure. Et donc, suite à ça, eh bien, les gens en fait, se sont intéressés à
à mesurer, et si possible parfois calculer, mais ça c'est beaucoup plus compliqué, mais enfin au moins mesurer des propriétés de persistance dans différents domaines. Alors, à peu près à la même période en fait, que le papier que j'ai mentionné, en fait, de façon quasi concomitante, il y a eu en fait, des expériences en fait, qui ont été menées en partie au SPEC, à Saclay, et qui concernent en fait, ces expériences de ce qu'on appelle des figures de souffle, en fait, qui est la formation de la buée. En fait, donc, on sait que on voit que la buée, en fait, elle va se former par la coalescence de ces gouttes d'eau. Et une question en fait, qu'on peut se poser, c'est de calculer en fait, ce Q de T, qui est la fraction de surface qui reste sèche jusqu'à l'instant T. Donc c'est un petit peu l'analogue en fait, de ce que je racontais tout à l'heure en fait, pour les modèles de spin, en fait, où je regarde, en fait, je m'intéresse à calculer la fraction des spins qui n'ont pas changé d'orientation entre l'instant 0 et l'instant T. Et de nouveau, en fait, on va observer des lois de puissance avec un exposant ici, dans ce cas-là, qui est égal à 1. Et puis, à partir de là, il va y avoir en fait, tout un tas de modèles dans lesquels les gens vont... d'autres modèles, d'autres situations physiques où on va mesurer l'exposant de persistance, où on va essayer de s'y intéresser. Il y en a un en fait, que je mentionne tout de suite et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. C'est celui en fait, de l'équation de diffusion qui en fait, a été étudiée en fait, par ces deux groupes et de façon en fait, totalement concomitante, qui sont finalement en fait, publiés back-to-back dans PRL. Ce papier en fait, de Majumdar, Sirbray et Cornell, et puis cet autre papier de Bernard, Vincent Hakim et Zeitak. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc ça, c'est disons, des questions qui sont assez théoriques. De nouveau, expérimentalement, en fait, les gens vont mesurer ces exposants de persistance dans d'autres systèmes expérimentaux. Alors là, par exemple, en fait, il s'agit en fait, de mesures de persistance sur des modèles de terrasses. En fait, donc on dépose en fait, des atomes d'aluminium ou de silicium. Et en fait, ce qui se passe, donc ça c'est une image d'une simulation, mais en gros, ce qu'on observe, c'est la formation en fait, de ces terrasses. Et on peut s'intéresser en fait, à la persistance en fait, de cette hauteur. Donc, on va définir la hauteur d'une terrasse. Donc ici, en fait, on a un certain point X et un certain instant T. Et on va se poser de nouveau cette question de persistance. C'est-à-dire, en fait, quelle est la probabilité pour que h de x et de s soit différent de h de x et 0 pour tout instant s dans l'intervalle 0t. Donc, en gros, à nouveau, une probabilité de persistance. C'est-à-dire, en gros, quelle est la probabilité pour que je reste toujours du même côté, en fait, ou que j'ai un signe comparable à celui de h de x 0. C'est à nouveau l'analogue de ce que j'ai discuté tout à l'heure pour des variables de spin, mais ici pour des variables continues qui sont des variables de hauteur. Et là, eh bien, en fait, on peut en fait, mesurer cet exposant expérimentalement et on peut, donc ça c'est des mesures expérimentales à partir desquelles on peut mesurer en fait, un exposant qui est 0,78 et qui peut se comparer en fait, à des prédictions théoriques qui sont exactes, en fait, prédictions de Majumdar et Krug, qui disent en fait que cet exposant en fait, doit valoir 3/4, c'est en fait l'exposant de persistance du mouvement brownien fractionnaire, dont je ne parlerai pas ici, mais qu'on peut calculer explicitement, et qui se trouve en fait décrire cette situation. Ok, donc on a vu ici donc, des interfaces fluctuantes. On a plus récemment, il y a eu en fait des travaux en fait, dont vous avez probablement entendu parler sur les cristaux liquides de Takeuchi et Sano dans le contexte de croissance de domaine, et en particulier de l'équation Kardar-Parisi-Zhang, qui était l'objet d'une partie du cours de l'an dernier, et qui ont pu faire des mesures très précises en fait, de cet exposant de persistance. Je mets 3 petits points ici parce qu'évidemment, c'est impossible d'être exhaustif. Il y a eu en fait, des tas en fait, de situations où les gens ont mesuré expérimentalement, numériquement, ces exposants. Ont développé également aussi des outils analytiques pour essayer de calculer ces exposants. Et ici, j'ai simplement mentionné en fait, disons, ces 3 revues. Une revue en fait, de Satya Majumdar de 99, une revue assez complète en fait, qu'on a écrit avec Alan Bray et Satya. Et puis, en fait, il y a une revue aussi, en fait, plutôt du côté maths, par Franck Orzada et Thomas Simon, tout est accessible en ligne assez facilement. Alors maintenant, je voudrais, en fait, disons, être un peu plus spécifique et revenir sur ces modèles de dynamique de croissance, ces modèles de coarsening, et m'intéresser, en fait, à un modèle dont on a entendu parler
abondamment dans le cours, qui est en fait le problème de la dynamique de Glauber de la chaîne d'Ising. D'accord? Donc je vais considérer en fait à nouveau que j'ai donc une chaîne, pour commencer, je vais avoir une chaîne infinie, et en chaque site I, j'ai une variable de spin qui peut valoir plus ou moins 1, et je vais commencer avec une configuration à t égale 0, qui est une configuration de très haute température, d'accord? C'est-à-dire, je vais prendre sigma i égale plus ou moins 1 avec une probabilité 1,5, et puis je vais implémenter la dynamique de Glauber. Okay? Donc je vais l'écrire comme ça ici, en fait, à chaque pas de temps delta t, donc j'ai une dynamique de Glauber à t égale 0. Oui, je vais restreindre en fait mon étude ici à t égale 0, la discussion à t égale 0. Et donc en gros, donc j'ai un dt, j'ai envie en fait d'écrire une dynamique de Glauber dont je vais pouvoir, disons, qui va avoir une bonne limite continue dans le temps. Et donc je vais dire qu'en fait avec une certaine probabilité 1 moins 2 delta t, le spin ne change pas. Et avec une probabilité delta t, il va prendre la valeur de son voisin, et la probabilité restante delta t, il prend la valeur de son autre voisin. D'accord? Donc il a une certaine probabilité de ne pas bouger, et sinon il regarde ses voisins. Donc voilà en fait typiquement ce que ça donne. Donc je regarde à t égale 0. Donc les spins noirs en fait sont des spins qui ne vont pas bouger, et les spins oranges, bah, en fait ils vont prendre la valeur de leur voisin. Donc celui-là il prend la valeur de ce voisin-ci, celui-là la valeur de ce voisin-là, et pareil pour l'autre. D'accord? Donc on a une dynamique qui va finalement évoluer de cette façon-là. D'accord? Donc celui-là en fait il s'est aligné avec son voisin, donc il est devenu plus. Celui-ci s'est aligné avec son voisin de gauche, donc il est devenu moins, etc. Et puis je continue en fait. D'accord? Et donc j'arrive avec une certaine configuration finale, disons une certaine configuration à un certain instant t. Et à nouveau, disons, la question en fait, à laquelle on va s'intéresser, eh bien en fait c'est la persistance de l'aimantation locale. D'accord? C'est-à-dire que je vais regarder la probabilité QI de t, qui est la probabilité pour que sigma i n'ait pas changé de signe entre 0 et t. D'accord? Donc quelle est la probabilité que ce spin, en fait, disons ici, à un certain instant t, n'ait pas changé de signe depuis l'instant 0. Alors, on voit ici qu'il n'y en a pas des masses, mais il y en a un, en fait, il y a à i égale 0, en fait, on voit celui-ci, en fait, n'a pas changé. Donc quelle est la probabilité pour que ça se produise? D'accord? Alors, a priori, cette probabilité, elle va dépendre du site I, mais ici, en fait, vous voyez, si je prends une chaîne infinie et que je prends une condition initiale qui est invariante par translation, qui est le cas ici, cette probabilité, elle ne va pas dépendre de I. D'accord? Donc, je vais la regarder comme ça. Alors, il se trouve que pour résoudre ce problème, comme l'ont fait remarquer dans leur papier Bernard Hakim et Vincent Hakim et dans leur papier, excusez-moi, en fait, il est plus intéressant. Il est intéressant de regarder en fait la demi-chaîne d'Ising. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de regarder la chaîne infinie, je vais regarder en fait une chaîne semi-infinie. Alors la raison pour ça, c'est qu'en fait, vous voyez que si je regarde en fait la dynamique comme je l'ai implémentée ici, c'est assez clair en fait que, regardez celui-ci, c'est clair que tant que ce spin-là, en fait, en 0, ici, en fait, n'a pas changé de signe, en fait, cette demi-chaîne à droite et la demi-chaîne à gauche, en fait, elles sont totalement indépendantes. Et donc, en fait, la probabilité pour que le spin en 0 n'ait pas changé de signe, eh bien, en fait, je vais pouvoir la réécrire en fonction de la probabilité pour que le spin en 0 de la demi-chaîne n'ait pas changé de signe jusqu'au temps t. D'accord? C'est-à-dire que je vais considérer en fait que ma chaîne infinie, elle est constituée en fait de deux chaînes semi-infinies, et que la probabilité pour que le spin n'ait pas changé, en fait, c'est la probabilité pour qu'elle n'ait pas changé du côté droit fois la probabilité pour qu'elle n'ait pas changé du côté gauche. Et donc finalement, ce que j'ai à calculer, donc je réécris ça comme Q de t égale R de t au carré, et c'est cet objet-là en fait maintenant qu'on doit calculer. Et donc, ce qu'ont calculé effectivement Bernard, Derrida, Vincent Hakim et Vincent Pasquier, eh bien en fait, c'est d'obtenir un résultat exact pour cette probabilité. Donc ça, c'est un résultat tout à fait remarquable, et c'est un des rares résultats exacts pour l'exposant de persistance.
le résultat, c'est qu'en fait, cette probabilité R de t, elle décroît en fait comme t puissance moins 3/16e. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que cet exposant pour la chaîne infinie, eh bien, c'est 2 fois celui-là, c'est-à-dire 3/8e. Okay, donc ça, c'est une valeur assez remarquable. Je ne vais pas rentrer en fait dans les détails de la façon dont on peut résoudre en fait ce modèle. Bernard l'a mentionné un tout petit peu tout à l'heure. De façon un peu qualitative, je voudrais juste en fait mentionner que ce problème-là, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ce problème de la dynamique de Glauber, je peux en fait le reformuler comme un modèle de coalescence. D'accord? Donc, une façon en fait de voir la chose, hein, donc on voit à un certain temps donné, on voit en fait qu'on a des domaines en fait, où on a des spins qui sont tous up, puis des spins qui sont tous down, etc. Et puis entre ces gens, on a ce qu'on appelle des défauts topologiques, disons, qui sont ici en fait des parois de domaine. Et au lieu de regarder en fait la dynamique des spins, je peux regarder en fait la dynamique de ces parois de domaine. Et en gros, en fait, on comprend assez bien ce qui se passe, c'est-à-dire que lorsque un spin va flipper, eh bien, en fait, ça va correspondre à une diffusion en fait, de ce domaine, de cette paroi de domaine. Donc celui-ci, en fait, quand ce spin va flipper, vous voyez qu'en fait, il va se déplacer par ici. Donc on a un phénomène de diffusion. Donc de même celui-là, donc à un certain pas de temps, si ce spin flippe, celui-ci va aussi en fait diffuser. Et puis à un certain moment, en fait, il peut se produire en fait que ces deux, vous voyez que ces deux-là, en fait, eh bien, en fait, vont disparaître. D'accord? Donc j'ai parlé de coalescence, en fait, ici, ce que je voulais dire, en fait, c'est évidemment une dynamique d'annihilation, c'est-à-dire qu'en fait, ces deux domaines ici, ces deux défauts, vont s'annihiler. D'accord? Donc en fait, on peut, à partir de ça, si vous voulez, on peut, avec des efforts analytiques assez considérables, on peut finalement arriver à cette solution de ces auteurs. Et donc avec cette variable ici, cette valeur-là, 0,37, qui est à comparer en fait à 3/8e, qui est assez raisonnable. Alors, évidemment, on a envie de se demander ce qui se passe en dimension plus grande. D'accord? Alors en dimension plus grande, le problème, il est plus compliqué, mais il a un certain intérêt. Il a un certain intérêt parce qu'en fait, il y a eu en fait des expériences, notamment ici en fait dans le contexte des nématiques, des cristaux liquides nématiques, où en fait on a pu mesurer cet exposant de persistance dans des manips. En fait, ici vous voyez avec une valeur 0,19 qui est très proche en fait de celle que je mentionnais tout à l'heure. Et donc en fait, il y a des bonnes raisons en fait d'essayer de comprendre ce qui se passe en dimension plus grande. D'accord? On voit que manifestement ces exposants, cet exposant n'est pas celui de la dimension 1 et on aimerait comprendre quelle est l'origine, d'où ils viennent ces exposants. Alors pour ça, malheureusement en fait il y a très peu en fait de résultats exacts, mais il y a toute une série en fait de travaux qui vont, proposer des développements perturbatifs ou des méthodes d'approximation pour calculer ces exposants. Alors je ne vais pas tous les mentionner. Ici, j'ai mentionné en fait celui de Clément Cyr et Satya Majumdar, qui ont tous les deux en fait beaucoup travaillé sur ces problèmes de persistance. Une autre approche, en fait, c'est en fait je voudrais revenir sur l'approximation dont parlait Bernard tout à l'heure, qui est cette approximation en fait d'Ota, Jasnov, Kawasaki, OJK, qui consiste en fait, de façon peut-être un peu brutale, mais qui consiste en fait à dire que bien le spin en fait au point R et à l'instant t, je vais le voir en fait comme une certaine fonction, ici en fait simplement un signe, le signe, puisque c'est une variable de spin ici, je vais considérer en fait que c'est le signe d'un champ de diffusion. D'accord? C'est-à-dire que on a vu en fait que la dynamique de ce spin était très compliquée, mais en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait, on va supposer que ce champ phi, en fait, ce champ de diffusion, a une dynamique qui est assez simple, qui est simplement la diffusion avec des conditions initiales aléatoires, et ce sigma lui-même va être en fait une fonction, une certaine fonction de phi, ici en fait simplement la fonction signe. D'accord? Et ça en fait, comme il a été mentionné, bien en fait ça permet en fait de donner, de comprendre, même si en fait la précision n'est pas toujours excellente, mais disons de comprendre au moins qualitativement un petit peu ce qui se passe en fait pour la dynamique de coarsening de ce champ. Et il devient donc assez naturel en fait de s'intéresser à la propriété de persistance en fait de cette équation. D'accord ?
Alors, une autre motivation en fait, pour s'intéresser à l'équation de diffusion, c'est qu'en fait, si je regarde au contraire, non pas en fait, la dynamique de Glauber, mais si je regarde en fait, la théorie de Ginzburg-Landau, et si je regarde un modèle, disons, qui n'est pas un champ scalaire, mais qui serait en fait un modèle à n composantes, et qui soit invariante sous la symétrie ON par rotation, ben, en fait, il se trouve que si je regarde ce modèle dans la limite n infinie, eh bien, en fait, on retombe en fait, sur l'équation de diffusion avec conditions aléatoires. C'est-à-dire que si je regarde la théorie de Ginzburg-Landau dans le modèle, du modèle ON dans la limite n infinie, eh bien, en fait, je retombe en fait, sur cette diffusion. Donc tout ça fait qu'en fait, il y a quand même de bonnes raisons en fait, pour essayer de comprendre au moins cet exemple qui pourrait peut-être permettre de comprendre ce qui se passe en dimension plus grande. Alors, je voudrais en dire un petit peu plus en fait, sur cette équation. Et qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, la première chose, en fait, c'est que, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je vais supposer en fait, que je vais travailler avec des conditions au bord périodique pour que tous les points en fait, soient équivalents. Et je vais m'intéresser de même à la propriété de persistance, qui est en fait la probabilité pour que le champ phi ne change pas de signe entre l'instant 0 et l'instant t. D'accord? Alors, l'étude en fait, de cette probabilité de persistance, en fait, elle a été initiée, en fait, donc, comme je l'ai mentionné, dans ces deux papiers qui sont parus dans PRL. Bon, il y a une façon en fait, de regarder ça, en fait, disons un peu graphique. Ici, en fait, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, mais donc, il y a trois ensembles de spins. Il y a trois ensembles, il y a trois couleurs. Il y a des couleurs noires. La couleur noire, c'est l'endroit où le champ phi en fait, a changé de signe depuis le début. Et puis il y a des couleurs rouges et bleues. En fait, c'est des endroits en fait, où le spin est resté, où le champ phi est resté soit toujours positif, soit toujours négatif. Donc on voit en fait qu'il y a des structures assez non triviales en fait, qui émergent ici. Donc c'est évidemment pour le cas de la dimension d égale 2. Et à nouveau, ce qui nous intéresse en fait, c'est cette probabilité de persistance. Alors la dynamique en fait, de ce modèle, elle est particulièrement simple en fait. Elle est simplement caractérisée par une seule échelle de longueur, là ici qui s'obtient simplement par analyse dimensionnelle essentiellement, avec une certaine longueur qui croît et sur laquelle en fait le système va s'équilibrer. D'accord? Donc bon, en première approximation, la dynamique entre la condition initiale, en fait, elle peut paraître un petit peu violente. Vous voyez qu'en fait, vous allez avoir un champ qui est extrêmement, avec des corrélations en delta ici, donc on va avoir un champ qui est extrêmement, une configuration très désordonnée à t égale 0. Mais en fait, on voit que la dynamique, en fait, va adoucir en fait, ce profil très rapidement. Et à très grand temps, le champ phi, essentiellement, il va être nul partout. Alors, si je mesure la probabilité de persistance, voilà en gros ce qu'on observe. Donc je regarde en fait cette probabilité de persistance, donc qui en fait dépend de deux quantités ici. Oui, alors peut-être il faut que je sois un peu plus précis tout de suite. Cette quantité, en fait, je vais m'intéresser à une situation où j'ai un système de taille finie, ce qui est toujours le cas dans des simulations. Et donc cette probabilité de persistance, elle va dépendre en fait de deux paramètres, du temps bien sûr, et de la taille du système. Alors ici, en fait, ce que je représente, c'est cette probabilité de persistance, donc en échelle log-log, comme une fonction du temps et pour différentes tailles de système. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que la probabilité de persistance, en fait, elle décroît essentiellement comme une loi de puissance, et puis elle finit par saturer en fait, quand t devient plus grand que L carré. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, j'ai une région ici où en fait, j'ai une décroissance en t puissance moins θ, alors qui dépend de d. On va voir tout à l'heure que cet exposant de persistance, il dépend de la dimension du système. Et puis ici, ça sature vers L puissance moins 2θ. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une forme d'échelle qui est assez traditionnelle ou classique, disons, dans le contexte des systèmes critiques, disons ici. Alors comment je peux avancer et comment moi qu'est-ce que je peux dire en fait sur ces propriétés de persistance? D'où vient cet exposant? En fait, je vais regarder un cas qui est assez simple où je vais supposer en fait qu'effectivement au départ j'ai une condition initiale qui est gaussienne. D'accord? Donc à l'instant t égale 0, j'ai une gaussienne et puisque la dynamique est linéaire, en fait phi va être gaussien à tout temps t. D'accord? Donc ça simplifie un petit peu les choses. Et puis ensuite je vais faire une série de transformations en fait, qui s'appelle une transformation de Lamperti, qui consiste d'abord en fait, à regarder le processus normalisé. Alors puisqu'en fait, vous voyez, puisque cette probabilité de persistance elle ne dépend pas de R, je vais regarder juste ce qui se passe en R égale 0. Et puis je vais commencer par le normaliser. Et puis évidemment, tout à l'heure, on a vu en fait, la solution explicite en fait, de ce champ phi pour une certaine condition initiale. Et si je la prends gaussienne, ça devient très simple en fait, de
de caractériser le champ phi, puisqu'il est gaussien, je vais avoir besoin, il est de moyenne nulle évidemment, et puis il va être caractérisé du coup par sa fonction d'autocorrélation. C'est ça qui va caractériser complètement le processus. Et donc en fait, c'est très simple, c'est assez simple en tout cas de calculer cette fonction de corrélation dans la limite où elle tend vers l'infini. Et puis en fait, la deuxième transformation, c'est de travailler non pas en temps, mais de travailler en temps logarithmique. D'accord ? On va regarder en fait la dynamique en fonction de grand T, qui est le log de T. Et si on fait ça, en fait, on est amené à regarder ce processus qui maintenant devient, qui est un processus gaussien, mais qui en fait maintenant a le bon goût d'être un processus de moyenne nulle, mais surtout stationnaire. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai fait cette transformation pour que en fait, cette fonction d'autocorrélation, maintenant, elle ne dépende que des variables t moins t'. C'est juste la translation du fait que dans ce langage-là, cette fonction de corrélation est une fonction de petit t sur petit t', et donc en temps logarithmique, ça devient une fonction de grand t moins grand t'. Et ici, évidemment, je peux le calculer explicitement, et ce que je vois, en fait, j'obtiens en fait, cette fonction de corrélation. 1 sur cosh tau sur 2 à la puissance d sur 2. Alors celui-là, en fait, faut s'en souvenir, parce qu'il va réapparaître très souvent dans la suite. Et on peut maintenant en fait, faire appel à ce qu'on sait dans la littérature mathématique pour ce genre de processus. En fait, on ne sait pas grand-chose, mais ce qu'on sait, c'est que puisque la fonction d'autocorrélation décroît exponentiellement, en fait, il y a un lemme qui est en fait issu d'une inéquation qui s'appelle le lemme de Slepian, qui nous dit en fait que puisque cet objet décroît exponentiellement, eh bien, la persistance du processus gaussien stationnaire, y de t, elle-même va décroître exponentiellement. Mais elle décroît exponentiellement avec un taux ici, qui est en fait θ de d, en fait, qui n'est pas caractérisé, que ne nous donne pas en fait la théorie en tout cas. Par contre, c'est vrai que maintenant, si je me souviens que grand T c'était un temps logarithmique, en fait, cette décroissance exponentielle, elle se traduit comme une loi de puissance. Et donc, ce que j'obtiens effectivement, c'est que je vois en fait que cet exposant, que cette probabilité de persistance, elle décroît algébriquement, mais je ne sais rien ou pas grand-chose sur cet exposant. Alors, on sait assez peu de choses en fait sur ces exposants. En particulier, il n'y a pas de résultat exact, mais par contre, il y a des méthodes extrêmement précises, des méthodes d'approximation qui permettent d'obtenir des valeurs très précises en fait, pour cet objet, pour cet exposant de persistance. Et l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'approximation des intervalles indépendants, qui consiste en fait à dire que si je regarde en fait les intervalles de temps entre deux zéros successifs, eh bien en fait ces objets sont des variables aléatoires indépendantes. Alors, évidemment en fait c'est pas vrai en toute rigueur, mais néanmoins ça permet en fait d'écrire des équations, des sortes d'équations autoconsistantes et qui permettent finalement de calculer ou d'avoir des approximations pour ces exposants de persistance. Alors ce qu'on voit en fait c'est que l'accord en fait est assez remarquable et sans être exact, eh bien en fait cette approximation elle est tout à fait très impressionnante même. Donc en fait le bilan en fait de tout ça, c'est que même pour cette équation de diffusion, même si on a une dynamique extrêmement simple, une dynamique qui est gaussienne, linéaire, eh bien en fait on a des exposants qui sortent, qui sont ces exposants de persistance et qui semblent extrêmement difficiles. Et ça en fait ça a attiré en fait cet article en fait dans Science de Watson en fait qui reportait en fait les travaux en fait des deux articles que je mentionnais. Et puis un petit peu après, en fait, cet exposant de persistance pour la diffusion, il a été mesuré en fait dans des expériences de RMN en fait, en D égale 1 sur du xénon. Bon. Et puis je dirais en fait que pendant un certain temps, disons après ça, c'est vrai que l'évolution, les résultats sont restés, disons, pendant un certain temps, pas grand-chose de nouveau, c'est vraiment passé en fait dans ce problème, jusqu'à ce que en fait on réalise qu'il y avait une connexion assez jolie avec un problème de polynôme aléatoire. Donc ici, en fait, je vais sortir un petit peu de la physique pour quelques slides, quelques transparents, et vous parler en fait d'un problème de mathématiques qui est en fait celui des polynômes de Katz. Donc vous prenez en fait des polynômes de degré n et dont les coefficients sont des variables aléatoires. D'accord ? Et je vais regarder en fait le cas où en fait les variables sont gaussiennes et indépendantes. Alors, le fait qu'elles soient gaussiennes, en fait, c'est parce que les calculs sont plus simples, mais il y a des preuves, disons, d'universalité en fait, de ces comportements. Alors, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre les zéros de Kn de x.
Alors si vous regardez en fait sur votre ordinateur, en fait, et si vous regardez en fait où se trouvent les zéros, ben, vous allez trouver ça. Alors ça en fait c'est le résultat en fait de polynômes de degré 100, et j'ai tiré en fait, j'ai regardé en fait les valeurs, les zéros d'une centaine de polynômes. Donc c'est pas un seul polynôme, mais 100 d'entre eux. Et vous voyez ce qui se passe. Bah, la première chose en fait, que vous voyez, c'est qu'en fait, ces zéros, en fait, ils sont essentiellement localisés sur le cercle unité. Alors ça peut se comprendre de façon un peu qualitative, en voyant que, vous voyez que les AI, en fait, ici, sont des variables aléatoires gaussiennes, et donc, en fait, elles sont d'ordre 1, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune, en fait, qui est beaucoup plus grande que les autres, elles sont toutes à peu près du même ordre, et elles sont d'ordre 1. Et on peut se convaincre, en fait, que lorsque n est très grand, ben, en fait, pour que cette somme s'annule, ben, il faut qu'en gros, tous les termes soient à peu près du même ordre. Et la seule façon, en fait, pour que ça se produise, ben, c'est qu'effectivement, le module de cette variable ici soit égal à 1, et donc en fait on trouve que effectivement l'essentiel des zéros vont venir se situer sur le cercle unité. Ça c'est la première observation. L'autre observation, c'est qu'en fait, ça c'est la ligne réelle, l'axe réel, on voit en fait que l'axe réel il est singulier. Alors en fait, ça c'est une propriété un peu générale de ces polynômes, c'est qu'en fait lorsqu'on a évidemment, puisque les coefficients sont réels, les zéros en fait arrivent de façon conjuguée, d'accord ? C'est-à-dire que si vous avez une racine, ben, vous allez obtenir son conjugué. Donc ça veut dire qu'il y a un axe de symétrie dans le plan complexe pour cet ensemble où vont se retrouver les variables ou les zéros de ce polynôme. Et lorsque vous avez un tel axe de symétrie, en fait, on sait, c'est un théorème, que la densité, en fait, elle va être singulière. Donc en fait, on voit qu'il y a une densité anormalement élevée, en fait, le long de cet axe réel. Alors, ce qui va intéresser les gens, ce qui a intéressé les gens en fait depuis assez longtemps, c'est en fait l'étude des solutions réelles de cette équation. En particulier, on va regarder en fait le nombre de ces valeurs propres, de ces solutions, ce nombre de racines qui sont réelles. Alors, le premier résultat en fait assez remarquable, c'est un résultat en fait de Katz qui montre qu'en fait que le nombre moyen en fait s'accroît en fait comme log n, 2 sur pi log n. Donc, ça croît assez faiblement. Il y a petit n racines et il y en a seulement un nombre logarithmique qui est réel. Donc ça, c'est le résultat 43. Et il faut attendre en fait une trentaine d'années plus tard pour que en fait, Maslova en fait, calcule en fait, la variance, c'est-à-dire que le second moment des fluctuations. Et ce qu'on voit, ben, c'est qu'en fait, effectivement, on va avoir quelque chose en fait, qui est en fait ici et croît également logarithmiquement. Et puis en fait, elle va démontrer en fait quelque chose d'un peu plus fort. Elle va démontrer un théorème central limite, c'est-à-dire qu'en gros, les fluctuations typiques au voisinage de cette variable, de cette valeur-là, elles sont gaussiennes avec une certaine variance ici en fait qui est log n. Alors, elle montre en fait une autre chose en fait qui va être utile dans la suite, qui était sur laquelle je ne vais pas avoir vraiment le temps de trop discuter, mais si je regarde en fait l'axe réel, on a vu en fait que ici j'ai 0. En fait, on a vu que les racines réelles, elles vont essentiellement se trouver en fait près de moins 1 et plus 1. D'accord ? Ça, c'est parce qu'en fait, on a vu que l'essentiel des valeurs propres dans le plan complexe, elles étaient sur le cercle unité. Et donc, en fait, ces nombres ici, en fait, moins 1 et plus 1 vont jouer un rôle particulier. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que ici, on a en réalité, si je regarde les racines en fait, dans ces 4 intervalles, donc moins l'infini, moins 1, 0, 0, 1 et 1 plus l'infini, bien, en fait, dans ces 4 intervalles, dans la limite où le degré du polynôme est grand, ben, en fait, les zéros en fait, ici sont essentiellement indépendants des zéros qui sont là. D'accord ? Alors, non seulement ils sont ici, ils sont indépendants, mais en plus ils sont identiques pour des raisons de symétrie. Et donc, du coup, il suffit simplement de s'intéresser à ce qui se passe sur l'intervalle, disons, 0, 1. D'accord ? Et donc, je voudrais dire des choses en fait, sur la probabilité, en fait, la densité, la probabilité du nombre de ces zéros. Alors, si je regarde, en fait, disons, si je l'appelle, disons, nn01, disons, n indice petit n. Donc, ce que montre, en fait, ce résultat de Maslova, c'est qu'en fait, si je regarde la distribution, la probabilité, disons que nn soit égal à k, eh bien, en fait, ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'en gros, ici, on va être centré, en fait, autour de... donc, si je regarde autour de la valeur moyenne, ok, ici, c'est en fait, je vais l'appeler n bar, pardon, c'est celui qui est entre 0 et 1. Sur mes transparents, en fait, j'ai en tête l'ensemble des valeurs sur R,
Ici, je vais m'intéresser uniquement à ce qui se passe sur ça. Donc en fait, ce que dit en fait ce résultat, c'est qu'en gros, au voisinage de ça, en fait, je vais avoir quelque chose qui est gaussien, avec une largeur qui est en racine de log n. Mais voilà, après, on ne sait rien d'autre en fait sur, par exemple, sur les autres cumulants ou sur en fait ce qui se passe si je suis loin en fait de la gaussienne. Et là, en fait, c'est là en fait qu'on a commencé à s'intéresser à ce problème avec ce très joli article en fait de Dembo, Poonen, Kimanshao et Hofer-Zeitouni, qui se sont intéressés en fait à ces polynômes, mais qui ont posé une question en fait plutôt qui a trait en fait aux grandes déviations, qui est de dire en fait quelle est la probabilité pour que quelle est la probabilité pour que j'ai aucune racine réelle dans l'intervalle 0,1. D'accord ? C'est-à-dire en gros, eux en fait ils voulaient savoir en fait ce qui se passait ici. D'accord ? Donc non plus en fait autour de la valeur moyenne, mais ce qui se passe ici. D'accord ? Donc on est au contraire ici dans un régime de grande déviation, et c'est clair en fait que dans cette région-là, on ne sait pas dire grand-chose. Et alors ce qu'ils ont montré en fait, c'est que cet exposant, en fait, enfin cette probabilité, elle décroît comme une loi de puissance, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant une probabilité de persistance pour le polynôme. Et cet exposant gamma, ce qu'ils ont montré en fait, c'est que cet exposant gamma, je peux le caractériser en termes d'un processus gaussien stationnaire qui a les corrélations suivantes, qui sont 1 sur cosh t sur 2 à la puissance, enfin, en 1 sur cosh t sur 2. Alors ça, en fait, si vous vous souvenez en fait, ce qu'on a vu précédemment, en fait, ça nous rappelle furieusement en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'équation de diffusion. On avait tout à l'heure un corrélateur qui était en 1 sur cosh t sur 2 à la puissance d sur 2. Donc si vous mettez d égale 2, vous trouvez en fait que les propriétés de persistance de ce polynôme aléatoire, en fait, elles sont les mêmes que l'équation de diffusion en d égale à 2. Alors ça, c'est en fait l'identification de ces deux processus nous a conduit ensuite avec Satya à en fait, disons, essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer en fait. C'est que d'un côté, donc pour le polynôme, en fait, on a une décroissance en 1 sur n puissance gamma. De l'autre côté, on a 1 sur L puissance 2 θd. Et ce que dit ce résultat de Dembo et al., c'est qu'en fait, on a une identification avec cet exposant gamma qui vaut θ en d égale 2. Alors évidemment, une fois qu'on a fait l'identification en fait, pour une certaine dimension d, on peut se demander en fait, est-ce que c'est possible de construire des polynômes qui ont les mêmes probabilités de persistance que la diffusion en d égale 2. Donc la réponse est oui, et ça nous a pas mal occupé en fait, avec Satya. On a exhibé en fait, ces polynômes, on a étudié en fait, tout un tas d'autres en fait, qui ont des propriétés qui sont liées aux propriétés de persistance de l'équation de diffusion. Et puis en fait, quelques années plus tard, en fait, Dembo et Mukherjee en fait, ont rendu, disons, rigoureux au sens mathématique en fait, ce qu'on avait raconté. Bon. Mais on voit qu'en fait, on n'a toujours pas de méthode en fait, pour calculer cet exposant. C'est-à-dire qu'il y a des bornes, on peut trouver des bornes. Il y a ensuite eu pas mal de travaux de mathématiciens qui ont établi des bornes en fait, pour cet exposant. Donc à nouveau, je m'intéresse maintenant à la dimension 2, puisque j'ai cette connexion avec les polynômes de Katz, qui est assez naturelle, et on espère pouvoir dire des choses grâce à cette connexion. Alors, la façon en fait, dont on réfléchit à ce problème, c'est le suivant, c'est de se dire, en fait, est-ce que en fait, j'ai un polynôme, je veux voir en fait, ce Kn de x en quelque sorte comme le polynôme caractéristique d'une certaine matrice. Mais évidemment, en fait, ici, j'ai un polynôme qui est aléatoire, et donc la matrice, elle doit être aléatoire. Donc, autrement dit, la question que je me pose, c'est à quoi ressemble une matrice qui doit être aléatoire, dont les valeurs propres sont les racines du polynôme Kn de x. Donc, Alors pourquoi je veux faire ça ? Je veux faire ça parce qu'en fait, d'abord, moi, je m'intéresse pas mal aux matrices aléatoires. Et en général, quand on met la main en fait, sur un modèle de matrice, il y a des tas de méthodes en fait, analytiques qui sont disponibles et qui pourraient permettre en fait, de répondre à cette question. Alors, la première chose, évidemment, c'est que on voit en fait que les zéros de ce Kn de x, ils sont presque sur le cercle unité. Donc, un point de départ pertinent, c'est de regarder en fait, des matrices réelles orthogonales, de taille, disons, n par n. Le grand n, ici, je le relirai éventuellement un petit n plus tard, mais si je prends des matrices réelles orthogonales, c'est-à-dire qui vérifient cette équation, en fait, je sais que toutes ces valeurs propres, elles sont sur le cercle unité. Alors ça, en fait, c'est un bon départ, c'est un bon point de départ parce que ça ressemble à ce qu'on a là, mais les polynômes de Katz, en fait, évidemment, leurs valeurs propres, elles sont elles sont distribuées autour du cercle unité. D'accord ? J'ai des fluctuations autour de ça. Alors le point, en fait, c'est que le bon objet à regarder, c'est de regarder des matrices réelles orthogonales
qui sont presque orthogonales, qui sont en fait tronquées. Alors comment ça se passe? C'est relativement simple. Vous prenez votre matrice ON, qui est une matrice disons orthogonale, et puis vous allez en fait rayer en fait la ligne du bas et puis la colonne de droite. OK? Et donc il va vous rester en fait une matrice, et c'est cette matrice-là en fait qui va m'intéresser. Donc c'est une matrice qui a taille n-1, et vous pouvez regarder en fait la tête en fait de ces, ou la forme en fait de ces valeurs propres. Si vous faites ça, vous voyez en fait que d'abord elles sont concentrées à l'intérieur du cercle, du disque unité. Ça, on peut s'en convaincre assez facilement. Et puis, elles ont qualitativement en fait une structure qui ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les polynômes de Katz. Alors, évidemment, tout ça, c'est très qualitatif. Mais il se trouve qu'en fait, on peut montrer ça exactement. Et ça, en fait, c'est le résultat essentiellement en fait, de Krishnapur et collaborateurs dans le contexte, en fait, non pas des matrices orthogonales, mais des matrices unitaires, et puis généralisé en fait, par Forrester dans ce contexte. Alors, ce qui va nous intéresser, en fait, et ce que ça veut dire, c'est que moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de regarder les propriétés de persistance en fait, de cette matrice Mn. Alors, ce qu'on peut montrer, c'est que, du coup, je vais regarder la probabilité pour que cette matrice tronquée, ici, je vais regarder la probabilité pour qu'elle n'ait pas de valeur propre sur 0,1. Et donc, cette analogie, si vous voulez, avec les polynômes de Katz, eh bien, en fait, elle me permet de dire que cette probabilité, elle va décroître comme 1 sur n à la puissance gamma, où gamma, en fait, c'est précisément l'exposant θ. Donc c'est ça en fait maintenant que je voudrais calculer. C'est-à-dire que si je mets la main sur cet exposant-là, je peux dire des choses sur la diffusion en d égale 2 au moins. Donc c'est ça en fait qu'on a fait dans ce papier avec Misha. Et alors, il est un petit peu plus simple en fait. Donc dans la même veine en fait que ce qui se passe ici pour les polynômes de Katz, en fait on peut montrer que les racines réelles en fait entre 0 et 1 et entre 0 et 1 et entre moins 1 et 0, elles sont aussi en fait indépendantes. Essentiellement, dans la limite n est grand. Et donc, du coup, ce que je vais regarder, en fait, c'est cette quantité-là, Q0 de n, qui est la proba pour que m, alors je vais prendre m2n, en fait, parce qu'évidemment, si m est de taille impaire, le polynôme caractéristique est taille impaire, donc forcément, il va y avoir une racine réelle quelque part. Donc, je regarde m2n et je veux calculer cette probabilité. À nouveau, je voudrais avoir accès à cet exposant. Alors comment je fais ça? En fait, une fois qu'on a ça, effectivement, on va pouvoir utiliser le fait que ces matrices tronquées, en fait, elles ont une structure intégrable. Et en fait, elles ont en fait une structure en pfaffien. En fait. Et cette structure de pfaffien, elle est extrêmement intéressante. Je vais dire dans un mot ce que c'est qu'un pfaffien. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais le point de départ, en fait, c'est que du coup, maintenant, vous voyez, j'écris ma matrice. Je vais prendre une matrice O2n plus 1, d'accord, qui est symétrique. Et donc, je l'écris comme ça. Donc, U, c'est juste un vecteur, ici, en fait, U est un vecteur colonne, A, c'est un réel, et V, c'est juste un vecteur ligne. D'accord? C'était les deux lignes que j'ai enlevées tout à l'heure. Et donc, je voudrais calculer la loi jointe des valeurs propres de M2n. Donc, j'en ai un certain nombre de réels, puis j'en ai un autre, des autres qui sont purement complexes, avec une partie imaginaire non nulle. Et en fait, il se trouve qu'on peut calculer la loi jointe, en fait, de cet objet. Donc, c'est un peu compliqué, mais enfin, on retrouve quand même des gens qu'on connaît dans le contexte des matrices aléatoires. En particulier, en fait, on voit qu'on a un van der Monde ici. Ce delta, c'est juste le van der Monde de ces arguments. Et en fait, on a un modèle, en fait, en principe, à partir duquel on va pouvoir dire des choses. Donc c'est quelque chose qui ressemble, si vous voulez, à il y a un petit peu la flaveur des matrices de Ginibre réelles, en fait, si vous connaissez un petit peu les matrices aléatoires, mais qui est un peu différent. On a un poids ici, vous voyez, qui est un petit peu différent. Et ces formules, en fait, elles ont été déduites, calculées, disons, par Forrester, d'une part, et puis Korouzenko et Sommers, en fait, qui ont beaucoup travaillé sur ces matrices tronquées. Alors maintenant, on va pouvoir exploiter le fait que, effectivement, les valeurs propres, en fait, elles forment ce qu'on appelle un processus pfaffien. Alors, un pfaffien, en fait, c'est juste, en fait, quand vous avez une matrice antisymétrique, ce qui sera toujours le cas ici, le pfaffien d'une matrice antisymétrique, c'est juste, en fait, la racine du déterminant. Alors, une fois qu'on a ça, en fait, en travaillant un peu, on peut obtenir une expression explicite pour cette Q0 de n en termes du déterminant de cette matrice identité moins une matrice qui ressemble à une matrice de Hilbert. Alors, il faut maintenant, évidemment, en fait, analyser en fait, cet objet, mais c'est faisable, en fait. Bon, il faut un peu d'analyse, mais en fait, ce qu'on trouve,
ben, c'est que ce Q0 de n, en fait, il décroît effectivement comme n puissance moins 3 huitièmes. Et si vous vous rappelez en fait, que ça décroît en fait, comme le 2 gamma que je cherche, ben, vous trouvez en fait, votre exposant. D'accord ? Et donc ça, en fait, ça vous permet de calculer explicitement en fait, l'exposant. Donc on a un résultat exact, qui est le résultat en fait, pour l'équation de disons, la persistance pour l'équation de diffusion en D égale 2. Alors on peut faire des choses un peu plus on peut obtenir des résultats plus généraux, je ne vais pas en dire beaucoup, mais en fait on peut calculer en fait la probabilité d'avoir exactement K racines. Là j'ai calculé la probabilité qu'on ait 0 racine réelle. En fait on peut calculer cette probabilité, elle a une forme de grande déviation qui n'est pas tout à fait triviale ici. Enfin on peut calculer cette fonction phi assez explicitement et dire plein de choses également sur les cumulants en fait. On peut calculer explicitement les cumulants en fait, du nombre de 0, du nombre de racines réelles si vous voulez des polynômes de Katz. On a ça avec des nombres de Stirling ici. Alors s'il me reste quelques minutes, il me reste encore, c'est ok. Alors voilà, en fait, je voudrais en fait faire la chose suivante. Tout à l'heure, je vous ai parlé en fait de dynamique de Coursoning et je vous ai motivé avec cette approximation au JK l'étude en fait de cette équation de diffusion avec des conditions initiales aléatoires et puis je vous ai conduit vers des polynômes réels aléatoires et puis ensuite vers des objets encore un peu plus compliqués qui sont ces matrices aléatoires orthogonales tronquées. Alors maintenant, en fait, je voudrais vous montrer en fait que, je voudrais revenir en fait à la dynamique de Coursoning et je voudrais vous montrer qu'il y a en fait une relation exacte entre l'équation de diffusion et ces modèles de Coursoning au-delà de l'approximation au JK. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, le point c'est que si vous regardez d'une part la chaîne d'Ising semi-infinie dont j'ai parlé tout à l'heure avec la dynamique de Glauber, et si vous regardez d'autre part l'équation de diffusion en dimension D égale 2, ben en fait, ce qu'on peut montrer, en fait, c'est qu'il y a deux processus en fait, qui sont rigoureusement équivalents, dans la limite où t est grand. C'est que si vous regardez le spin en fait, ici en 0, ben, en fait, il a la même dynamique stochastique que le signe de phi de xt, où phi suit l'équation de diffusion en D égale 2. Donc ça, c'est un résultat qui est assez non trivial. Et en fait, comment on fait ça? Ben, en fait, on fait ça en calculant de part et d'autre toutes les fonctions de corrélation. Donc, je calcule les fonctions de corrélation dans ce modèle-là, je calcule les fonctions de corrélation dans ce modèle-ci, et je montre en fait qu'elles coïncident. Et en fait, elles coïncident avec quoi? Ben, en fait, la formule, en fait, évidemment, on a compris en fait que cette structure en pfaffien, elle était importante. Il se trouve en fait que ces fonctions de corrélation, elles s'écrivent en fait comme des pfaffiens. D'accord? Avec une matrice qui n'est pas si horrible que ça, en fait, on reconnaît un peu des éléments en fait, qu'on a vus tout à l'heure. Alors ça, en fait, une fois qu'on a montré que les deux processus coïncidaient, ben, ils ont les mêmes propriétés de persistance. C'est les mêmes processus, donc ils ont les mêmes propriétés de persistance. Et donc, je retrouve ici un résultat qui est que l'exposant de persistance en D égale 2, ben, c'est 1/2 l'exposant de persistance de la chaîne d'Ising en D égale 1, puisque je vous rappelle que là, j'ai considéré en fait qu'une demi-chaîne, c'est la chaîne semi-infinie. Et donc, je trouve en fait cette jolie identité. Alors, il se trouve que cette identité en fait, qu'on a trouvée de cette façon-là, en fait, elle a été trouvée en fait, également par Ivan, en fait, par un chemin qui est totalement différent et que peut-être je vais très rapidement, que je vais mentionner en fait, dans ce qui suit. Bon, pour terminer, en fait, je vous ai montré en fait, que la persistance, j'espère vous avoir convaincu que c'était une persistance, disons, une observable qui était intéressante et clairement non triviale en fait, pour ces problèmes de dynamique hors d'équilibre. Et puis les résultats principaux, en fait, probablement que je vous ai montrés, ça concerne en fait l'équation de diffusion. Et ce qu'on a montré, en fait, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que cette équation de diffusion elle est liée à plein d'autres modèles, à commencer par ces polynômes de Katz, ces modèles de matrices aléatoires orthogonales tronquées, et puis cette chaîne d'Ising semi-infinie. Alors il se trouve qu'en fait, au cœur de tout ça, il y a un processus en fait, qu'on a vu plusieurs fois, qui est ce processus gaussien stationnaire, avec cette corrélation. Alors en fait, on peut calculer, on peut dire des choses explicitement en fait, sur ce processus, et c'est en fait ce qu'a fait Ivan. Bon, d'abord, on peut montrer que les zéros de ce processus forment un processus. Les zéros de la diffusion, oui, forment un processus ponctuel pfaffien. Et de là, en fait, ça permet en fait d'écrire, si vous voulez, ce P0 de t, enfin, la probabilité de persistance, comme un pfaffien de Fredholm, si vous voulez. Et ce qu'a montré Ivan, eh bien, c'est que cette probabilité de persistance pour ce processus, eh bien, en fait, elle peut s'écrire en termes de la solution d'une certaine équation de Pain-Levé. En l'occurrence, une équation de Pain-Levé 6. Je vous invite à lire son papier, en fait, si vous voulez en savoir plus. Mais disons que cette connexion,
bon, qui n'est pas avec laquelle... Il établit aussi des connexions avec d'autres problèmes, des problèmes plutôt de géométrie. Ça lui permet en fait de calculer en fait cette valeur ici, 3/16e, par une méthode tout à fait orthogonale à la nôtre. Alors ceci dit, on s'est repenché un peu nous sur ce problème-là, et on arrive maintenant à calculer en fait l'amplitude en fait aussi, qui est devant cet objet, qui ressemble. Donc tout ça a un petit peu en fait la flaveur disons le goût en fait des travaux de Tracy Widom évidemment durant ces dernières années. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.